Savez-vous qu'il n'y a aucune attaque mortelle d'un orque envers un humain qui a été rapportée jusqu'à présent? En fait, c'est vrai seulement en nature. En captivité, il y a eu 6 morts causées par des orques. Lorsqu'on se penche sur les conditions de ces animaux et leur mode de vie, on peut se poser la question à savoir s'ils devraient ou pas être en captivité. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trouble. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de plusieurs histoires que j'ai trouvées très troublantes concernant les orques en captivité. C'est un sujet assez différent d'habitude, mais c'est super intéressant. J'ai 3-4 histoires à vous raconter. Et il y a tellement de choses à dire, il a fallu que je coupe énormément de choses. J'aurais pu faire une série complète juste sur le sujet. Donc prenez cette vidéo vraiment comme une introduction au sujet. Moi, je suis tombée dans un rabbit hole. Je me suis énormément intéressée aux orques dans la dernière semaine. C'est fascinant. Bref, on commence la vidéo et comme toujours, mes sources sont en description. Je me suis intéressée à ce sujet à cause du documentaire Blackfish qui parle de Tilikum, un orque qui a été responsable de la mort de 3 personnes alors qu'il était en captivité. Pourtant, comme je l'ai dit, dans la nature, aucun cas d'attaque mortelle d'orque sur un humain n'a jamais été répertorié. Pour comprendre ce qui peut avoir poussé Tilikum à attaquer ses entraîneurs, on doit comprendre dans quel état sont ces animaux et dans quel contexte ils deviennent des animaux en captivité. Dans le documentaire Blackfish, que je vous recommande fortement, je vais le mettre en barre de description, il est disponible sur YouTube gratuitement, on se fait expliquer par des pêcheurs comment ils font pour capturer les orques. Pour ce faire, les pêcheurs vont avoir recours à des avions, des observateurs pour trouver les orques et même à des speedboats qui vont lancer des bombes dans l'eau pour effrayer et diriger le groupe d'orques à un endroit précis. Donc voici le récit d'un cas de capture d'orques en 1970 dans l'État de Washington aux États-Unis. Alors que les pêcheurs essayaient de capturer les bébés d'un troupeau d'orques, ceux-ci, avec l'expérience, ont compris le stratagème et se sont divisés en 2 petits groupes. Les petits et leur maman sont partis d'un côté, sans se faire voir, et les plus gros ont continué d'être pourchassés. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, c'est parce qu'ils savent que les pêcheurs capturent jamais les plus gros orques. Ils sont trop massifs, puis la raison est simple, en fait, c'est qu'ils seraient trop coûteux à livrer. Fait que les pêcheurs se concentrent sur les petits. Mais malheureusement, le groupe des bébés orques et de leur maman ont été repérés en avion lorsqu'ils sont remontés à la surface pour respirer. Au moment de la capture des bébés, les adultes orques sont restés près des bateaux, ils refusaient d'abandonner leurs petits et malheureusement, il y a eu 3 orques adultes qui sont décédés par dommages collatéraux pendant cette capture. Les pêcheurs ont voulu camoufler ces morts en remplissant le ventre des orques de roches et en les coulant pour pas se faire prendre justement à avoir tué ces orques-là. 6 ans plus tard, en 1976, l'État de Washington va interdire la capture de baleines. Les centres de parcs marins vont donc se tourner vers d'autres pays qui, eux, continuent la pêche pour avoir leur nouvelle viande fraîche. Fait qu'en 1983, ce sera le cas de Tilikum. Il va être capturé à l'âge de 2 ans. Il mesurait déjà 11,5 pieds à ce moment-là. Tilikum va devenir le plus gros orque captif du monde. Tilikum s'est fait acheter par le centre Sealand à Victoria, au Canada, l'année suivante. Jumelé à d'autres orques plus expérimentés, son entraîneur décide d'utiliser la punition comme méthode de renforcement. Ce qui veut dire que si un des 2 orques répond pas bien à la demande de l'entraîneur, les 2 mammifères se retrouvent privés de nourriture. Et comme Tilikum était beaucoup moins expérimenté, il était la cause de beaucoup de frustration chez les autres orques qui se sont littéralement mis à l'attaquer. On pouvait voir son corps lacéré par les 2 autres orques et la nuit tombant, les 3 orques étaient entreposés dans un enclos de métal de 20 pieds par 30 pieds. Puisque Tilikum était très grand, il pouvait presque pas bouger et il passait la nuit à se faire attaquer et torturer. Après un certain temps, il voulait plus rentrer dans cet enclos, mais avait appris avec le temps que la seule façon d'être nourri était d'aller dans l'enclos, fait qu'il était mutilé par les autres orques et manipulé par les humains. En février 1991, alors que l'entraîneuse Kelty Lee Byrne travaillait, elle a glissé puis elle est tombée dans la piscine où se trouvait Tilikum. Avant de vous raconter la suite, il faut savoir que c'était pas anormal pour un entraîneur d'être dans une piscine avec un orque. À cette époque, il était très commun de voir des entraîneurs faire partie des spectacles d'orques. Mais lorsque Kelty est tombée par accident dans la piscine, cette fois-ci, Tilikum a agrippé son pied et l'a tiré dans l'eau et il a commencé un death roll. C'est quoi un death roll? Dans le fond, c'est quand l'animal se met à secouer la personne et essayer un peu de la noyer.
Les visiteurs du parc dans les estrades l'ont entendu crier à l'aide, mais l'orque continuait de la replonger sous l'eau. Il y a des témoins de la scène qui ont pris parole dans le documentaire Blackfish qui ont dit que suivant l'événement, personne n'a été contacté pour témoigner. On sait qu'il n'y a eu aucune poursuite qui a été faite envers le centre. La mort a été classée comme une noyade accidentelle. Et là, peu de temps suivant cet événement, il y a eu plusieurs plaintes de visiteurs disant que l'aménagement du parc causait des abus physiques et mentaux sur les baleines. Le parc a fermé et Tilikum a été vendu au parc SeaWorld à Orlando, en Floride. Ils l'ont vendu à la Floride qui avait besoin d'un mâle fécondeur. De ce que j'ai pu comprendre à la base, il devait simplement être un fécondeur et pas participer au spectacle. À ce moment-là, il pesait 12 000 livres, soit 5 000 kilos. Il mesurait 22 pieds, soit presque 7 mètres. Malheureusement, un sort similaire l'attendait. Il a été mis dans un enclos avec des orques femelles plus petites et agiles et lui prenait trop de place. Il s'est donc fait attaquer de nouveau. Ils ont donc décidé de l'isoler dans un enclos séparé et juste de le jumeler avec des femelles lorsqu'ils devaient les féconder. Les entraîneurs disent que malgré tout, il était toujours prêt à faire des spectacles, qu'il était curieux, intéressé, qu'il aimait apprendre des nouveaux trucs. Et les entraîneurs n'étaient pas vraiment au courant de l'histoire de Tilikum à Sealand. Ils ont donc un peu agi avec naïveté avec lui. Ils pensaient en fait que c'était les deux autres orques femelles qui avaient attaqué l'entraîneur. Le problème des orques en captivité, c'est un problème qui s'applique aussi aux autres animaux. Le problème, c'est qu'ils sont pris avec d'autres animaux qui sont pas des membres de leur famille, qui viennent un peu de partout dans le monde, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes langages, même s'ils sont de la même espèce, ce qui crée beaucoup de frustration et justement des attaques et des cas d'agression. Pourtant, ce comportement n'arrive pas du tout dans la nature, entre autres parce qu'ils ont l'espace pour s'en aller s'il y a un conflit. Il y a même eu des cas de meurtre entre orques en captivité. Presque 20 ans après la première attaque, le 24 février 2010, un nouveau drame impliquant Tilikum survient. C'est l'entraîneur Dan Brancheau qui s'est fait attraper par Tilikum et, comme Kelty, elle s'est fait projeter au fond de l'eau. Mais cette fois-ci, puisque c'était beaucoup plus récent, on a beaucoup de détails sur l'attaque. Dan a été littéralement démembré par l'orque qui a même mangé un de ses bras. Initialement, SeaWorld a décrit l'incident comme étant une erreur de l'entraîneur parce qu'elle avait une queue de cheval puis que ça aurait été par là que l'orque l'aurait attrapé. Mais d'autres entraîneurs affirment de leur côté que Tilikum savait très bien ce qu'il faisait, que c'était pas une erreur de l'entraîneur. Et il y a même des visiteurs du parc qui ont aussi affirmé avoir vu l'orque prendre le bras et l'épaule de Dan et non pas sa queue de cheval. Et l'explication qu'on pense, c'est qu'il aurait possiblement fait ça après avoir vécu une frustration vers la fin du spectacle. Alors qu'il aurait fait bien tous ses tours, l'entraîneur lui aurait pas donné sa dernière récompense et par frustration, il aurait passé à l'action. Suivant cette tragédie, l'organisme OSHA, Occupational Safety and Health Administration, a poursuivi SeaWorld pour négligence et SeaWorld a perdu le procès. Ils ont essayé de faire appel, mais la demande a été rejetée. Puis depuis, il n'est plus possible pour les entraîneurs d'être dans les bassins avec les orques. Tilikum a quand même continué de faire partie des spectacles de SeaWorld jusqu'à sa mort en 2016 à l'âge de 35 ans et sa mort a été causée par une infection bactérienne. Il a aussi été impliqué dans une troisième mort. Cette fois-ci, c'est le cas d'un homme qui est rentré par infraction dans les installations de SeaWorld et on l'a retrouvé mort, noyé dans l'enclos de Tilikum. Fait qu'on n'a pas officiellement de preuve que c'est lui, mais on s'en doute. Et pourquoi il aurait été aussi agressif, on ne pourra jamais réellement savoir, mais une des théories, ça serait comme quoi que son intimidation avec les autres orques, ses mauvaises conditions et sa rage intérieure l'auraient poussé dans des élans de colère. Mais malgré ces deux incidents, le reste du temps, il n'agissait pas de façon agressive. Ça montre aussi l'imprévisibilité de la nature. Avant de passer aux prochaines histoires, je vais vous donner quelques informations sur les orques que j'ai appris et qui vont vous permettre d'en connaître un peu plus sur ces animaux. Premièrement, depuis le début de la vidéo, je parle un peu d'eux comme si c'était des baleines, ou souvent vous avez peut-être entendu ça que c'était des baleines, mais en réalité, il s'agit d'une sorte de dauphin. Un autre fait intéressant, c'est qu'ils ont une espérance de vie presque similaire aux humains, soit d'environ 80 ans pour les femelles et environ 60 ans pour les mâles. Par contre, en captivité, leur espérance de vie est coupée de presque moitié, soit d'environ 25 à 35 ans. Il y a aussi de la fausse information qui circule comme quoi ils vivent plus longtemps en captivité grâce aux soins vétérinaires, mais c'est complètement faux, les études l'ont démontré. Et aussi, ils sont positionnés au top de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun prédateur, mais eux sont les prédateurs de presque tout.
Ils sont les prédateurs de même des requins, des baleines, d'où leur nom en anglais Killer Whale. Phoques aussi, les poissons, etc. Bref, ça explique un peu pourquoi ils ont une meilleure qualité de vie en nature. Personne ne les dérange. On peut aussi observer la nageoire dorsale des orques qui sont recourbées lorsqu'ils sont en captivité. C'est le cas de 25% des orques en captivité qui ont cette distinction, alors que c'est moins de 1% en nature. Ils ont aussi leur propre langage. Ce sont des êtres qui ont une conscience de soi. Ça veut dire qu'ils sont au courant qu'ils existent et qu'ils ont une famille. Ils font partie des animaux les plus intelligents et ont même un cerveau plus développé que le nôtre pour ce qui touche les émotions, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Ils ont carrément une partie de cerveau de plus que nous on n'a pas et qu'on peut comme pas vraiment comprendre. Les études montrent qu'il y aurait des liens sociaux plus forts et plus complexes que les humains. Et bref, si ça vous intéresse, je vous encourage à écouter d'autres vidéos sur le sujet. Il y a plein d'informations super intéressantes. Je vais essayer de vous mettre des recommandations dans la description. Le prochain cas que je vais vous parler, c'est celui de Keiko. Vous vous souvenez sûrement du film Mon ami Willy ou Free Willy. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se lie d'amitié avec un orque et qui travaille fort pour le faire libérer et le faire relâcher dans la nature. Eh bien, le vrai nom de cet orque, c'est Keiko et c'était effectivement lui-même un orque en captivité. Puis le film est devenu tellement un gros succès que plusieurs personnes se sont mobilisées pour faire libérer Keiko. Et l'histoire de Keiko est pas vraiment plus heureuse que celle de Tilikum. Il a été capturé en 1979 à l'âge de 2 ans en Islande et a été transféré à Maryland en Ontario avant d'être vendu au parc Reno Aventura au Mexique en 1985. Il était dans un enclos normalement pour dauphins rempli de sel artificiel et dans de l'eau tiède. Alors que normalement les orques vivent en eau froide. Il va performer dans des spectacles pour ce parc jusqu'en 1992, jusqu'à ce que Warner Brothers décide d'engager l'orque pour être dans le film Mon ami Willy. Le film est devenu très populaire, mais la santé de Keiko se détériorait. Il y avait des ulcères d'estomac, des verrues, il était sous son poids santé, fait qu'il allait vraiment pas bien. Et à la fin du film Mon ami Willy, les producteurs avaient mis un numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler pour mettre de la pression contre la chasse et la pêche de baleines commerciales. Mais en fait, plus de 300 000 personnes ont appelé pour demander de faire libérer Keiko à la place, l'orque du film. Fait que Warner Brothers et le parc Reno Aventura ont accepté de retraiter Keiko et ont commencé à organiser une remise en liberté en Islande où il avait été capturé. Avant de se faire, Keiko devait améliorer son état de santé, alors il a été transféré en Oregon. Pour couvrir les frais, il y a les deux millionnaires Craig et Wendy Mecca qui ont donné 2 millions de dollars et qui ont fondé la fondation Free Willy Keiko Foundation. C'est grâce à leurs dons que Keiko a pu quitter le Mexique. Keiko est arrivé en Oregon en 1996. Il a regagné 2000 livres, son état de santé s'est grandement amélioré. Puis pendant qu'il était en Oregon, il y a plus d'1 million de personnes qui sont venues le voir. Mais dû à sa popularité et à l'argent qu'il amenait à l'aquarium, eux, ils voulaient plus s'en débarrasser, ils voulaient le garder. C'est un peu contre-productif comme approche, vu que le but à la base, c'était de le relâcher. Donc finalement, bref, ils ont accepté d'envoyer Keiko en Islande en 1998. Puis pendant les années qui ont suivi, Keiko a appris à attraper des poissons pour se nourrir naturellement. Et malgré qu'il y avait des interactions avec d'autres baleines dans la nature, ça durait pas. En juillet 2002, Keiko est simplement parti dans la nature et personne ne l'a revu pendant 2 mois. Il a été retrouvé en Norvège à 800 miles d'où il était initialement. Puis rapidement, à la vue des humains, il est venu les voir et il s'est mis à agir comme en captivité. Donc, malheureusement, Keiko était trop acclimaté aux humains pour réellement réintégrer la nature. Puis en décembre 2013, il est décédé d'une pneumonie à l'âge de 36 ans. Malgré que plusieurs critiques disent que la remise en liberté a été un échec, le directeur de la Fondation pour la remise en liberté de Keiko s'est exprimé en disant « On a pris le candidat le plus difficile, on l'a pris alors qu'il était près de la mort au Mexique et on l'a rendu jusqu'à nager avec des baleines sauvages en Norvège. Keiko a pu passer 5 ans dans la nature. Je crois que c'est un grand succès pour Keiko et pour tout le monde qui voulait faire la bonne chose avec lui. » Plus récemment, vers la fin de l'année 2018, le monde a appris l'existence de dizaines de prisons marines remplies d'orques et de belugas en Russie. Comment on est arrivé là? En fait, c'est 4 compagnies de pêche qui ont réussi à obtenir un permis pour faire la capture de ces baleines. On n'a jamais vraiment su pourquoi ces baleines ont été capturées,
mais la rumeur dit que ce serait une capture faite pour la revente des baleines à des parcs marins chinois. Le problème, autre que le fait que ces baleines étaient captives, c'est qu'elles étaient tellement surpeuplées par enclos que certains avaient la difficulté à respirer, à atteindre la surface pour pouvoir respirer. Après une énorme pression contre ces prisons, le président Vladimir Poutine a accepté de faire relâcher les 87 mammifères. Ça aura pris environ 6 mois à les relâcher. Et suivant cette polémique, la Russie a mis une interdiction de capturer des baleines et des dauphins jusqu'en 2023. Je ne sais pas si présentement ils ont recommencé à faire des captures. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là. Un autre cas un peu moins connu que je voulais vous parler, c'est celui de Kiska, surnommée l'orque la plus seule du monde. C'est une histoire super triste parce qu'elle a clairement des comportements semblables à quelqu'un en dépression, isolée, sans famille ni amis, alors que les orques sont des êtres super sociaux. Elle a été observée à plusieurs reprises à ne pas nager, à simplement se laisser flotter ou nager en cercle sans fin. On pouvait aussi la voir immobile à fixer le vide ou même à foncer volontairement sur les parois de son enclos. Et tout comme Keiko, elle a été capturée en Islande en 1979 à l'âge de 3 ans. Et peu de temps après, elle a été vendue à Marineland en Ontario, à Niagara Falls, aux côtés de Keiko. Au cours de sa vie à Marineland, Kiska a mis au monde 5 orques qui sont tous malheureusement décédés. Elle a donc eu à vivre 5 deuils de ses enfants. Puis comme je disais plus tôt, les études montrent que les orques auraient une capacité de ressentir des émotions beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes que les humains. Et que le lien entre la mère et son bébé est tellement profond qu'il est difficile même pour un humain d'imaginer les deuils qu'elle a pu faire. En juin 2019, le gouvernement canadien a passé la loi S-203 pour mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins. Ça, c'est une bonne nouvelle. La loi agit de façon à ce que dès 2019, la capture des baleines et dauphins dans le but de les garder en captivité est interdite et que toute reproduction forcée aussi est interdite. Par contre, cette loi n'oblige pas les parcs marins à relâcher les baleines actuellement en captivité. Il y en a probablement qui ne pourraient pas survivre en étant libérés dans la nature. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le Canada ne pourra plus et ne peut plus avoir de baleines en captivité lorsque toutes celles présentement en captivité seront décédées. La loi S-203 a été élargie en 2020 à plus que simplement les animaux marins. Elle touche désormais plusieurs autres espèces animales, comme les gros félins, les ours, les loups, les singes, les rhinocéros, les éléphants et plusieurs autres. La liste est assez longue, mais le gouvernement peut donner des permis spéciaux pour certains parcs de continuer leurs activités. Fait que par exemple, j'ai vu qu'il y avait le zoo de Granby qui était là-dedans, en tout cas. Fait que il y a peut-être des exceptions quand même qui vont avoir le droit de continuer de faire ça. La même année, en février 2020, un projet appelé The Whale Sanctuary a été annoncé. Il s'agit d'un sanctuaire pour les baleines qui ont passé leur vie en captivité afin de leur permettre un semblant de vie naturelle. On sait qu'elles ne pourront pas retourner vivre dans l'océan puisqu'elles n'ont pas gardé leurs compétences de survie, leurs compétences de chasse. Mais ce sanctuaire leur permettra d'avoir un meilleur environnement que celui des parcs marins. L'espace réservé sera de la taille de 50 terrains de football sur la côte de la Nouvelle-Écosse, ce qui équivaut à une taille 300 fois plus grosse que les tanks auxquels elles sont habituées. Et le site devrait être prêt vers 2023-2024. Le centre devra aussi avoir un centre vétérinaire pour supporter la transition des cétacés à ce nouvel habitat. Kiska était la première orque à être ciblée pour ce sanctuaire, mais malheureusement, elle est décédée en mars dernier, il y a moins de 3 mois, due à une infection bactérienne. Mais le sanctuaire reste d'actualité pour n'importe quelle baleine ou dauphin dans le reste du monde, justement. Et Marineland possède encore une 50aine de belugas en captivité. Fait que ces belugas-là pourraient bénéficier du sanctuaire. Et pour ceux qui se demandent, Marineland est maintenant le seul parc qui possède encore des cétacés au Canada. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les orques dans le monde? Elles sont encore chassées et pêchées au Japon, en Norvège et en Islande. Mais l'Islande a annoncé prévoir arrêter la chasse de baleines en 2024. Et sinon, un phénomène assez intriguant qui se passe depuis 2020, c'est qu'il y a vraiment une hausse d'attaques d'orques envers les bateaux près de l'Espagne et du Portugal.
Avant 2020, c'était extrêmement rare de voir ça, mais depuis, il y a environ 500 rapports d'attaques qui ont été faits à cet endroit. Les orques semblent attaquer les bateaux de taille moyenne qui avancent à une vitesse moyenne, et ces attaques proviendraient du même groupe d'orques et seraient probablement des cas de vengeance. C'est probablement un orque en particulier qui a été frappé puis qui a décidé d'attaquer le bateau en retour et qui a transmis aux autres orques comment attaquer un bateau. En réponse à ça, la garde côtière du Portugal a banni les petits et moyens bateaux d'une des régions où il y a beaucoup d'incidents. On peut voir aussi à quel point ils sont intelligents, il n'y avait pratiquement aucune attaque et là tout d'un coup, ils lâchent plus là. J'espère que ma vidéo vous a intéressé et que vous aurez appris sur le sujet, sur les orques en captivité. Je vous attends dans les commentaires pour en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous recommande aussi celle que j'ai faite sur les Sentinelles, qui est la dernière tribu complètement isolée du monde, qui est en danger d'extinction. Je vous la mets juste ici. Et nous, on se voit la semaine prochaine, mercredi 16h, pour une prochaine vidéo. Bye!